Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au nord du département et plus précisément à Montaigu, non loin de l'avenue Villebois-Mareuil. Carrefour historique entre les marches de Bretagne, Anjou et Poitou, la ville de Montaigu s'est développée autour de son château et plus exactement entre sa rivière, la Maine, et son affluent, l'Asson. C'est justement le long de cette rivière que se dessine le jardin des Cèdres, un jardin qui a depuis peu retrouvé toute sa splendeur. Alors partons vite découvrir cette pépite. Bienvenue au jardin. Alain, merci de nous recevoir ici chez vous aux Cèdres. On est comme dans une petite bulle, une petite parenthèse. Oui, la petite parenthèse dans le centre-ville de Montaigu. Mais ce qui est absolument incroyable en fait. C'est vrai que derrière la façade austère de la maison, on franchit le seuil et on se retrouve dans un petit jardin cocon de centre-ville. C'est exactement ça. Alors justement, là, la vue se dégage. On a cette vue dégagée sur ce jardin des Cèdres. Comment il s'organise ? Alors il sort que c'est un jardin qui est paysager, à l'anglaise, et qui est constitué de terrasses successives qui vont jusqu'à la rivière Maine, puisque le jardin est soutenu par un mur du XVe siècle qui est sur la fin des remparts de Montaigu. On est sur la fin du système défensif de Montaigu, puisqu'on a les ruines des fortifications qui défendaient le pont Saint-Nicolas. Alors, vous venez de nous parler de jardin à l'anglaise. Alors, qu'est-ce qu'un jardin à l'anglaise ? Alors on sort de la Révolution, le pays s'industrialise, on a envie de quitter les jardins à la française, à l'italienne, très droit, très rectiligne, très figé. Et on a envie de trouver un peu de liberté, un peu de courbe, et puis des petits endroits plus intimes où un peintre aurait envie de poser son chevalet pour faire une aquarelle. Moi, quand je parle d'un jardin à l'anglaise, je parle souvent d'un jardin à surprise parce qu'on fait quelques mètres, on oublie ce qu'il y a derrière et on découvre un seringa en fleurs, un bord de rivière, voilà. Et tout en sinuosité. C'est pour ça que l'entretien se fait uniquement à la main. On ne peut guère mécaniser un entretien de jardin à l'anglaise. Tout est en courbe. Alors, de quand date ce parc, ce jardin des Cèdres ? Alors, d'après la maison principale a été reconstruite en 1850 en réemployant des parties de bâtiments beaucoup plus anciennes. En plein 19e. On est en plein 19e et on voit que les plus gros sujets du jardin, alors c'est un tout petit jardin. On se retrouve avec un alignement de cèdres, on se retrouve avec un énorme marronnier rose, un pin de Monterey. Nous sommes sous le magnolia grandiflora qui, en 1904, j'ai des photos du jardin, mesurait 2 mètres de haut. Moi, je restaure ce jardin dans l'idée tel qu'il a été conçu. On retrouve les végétaux classés par collection, les rosiers, les hortensias, certaines plantes telles que les arômes ou autres, classées par collection en corbeille, à l'époque entourées de buis. Moi, ils sont entourés maintenant de fusains et onimus parce qu'avec la maladie des buis, je limite. C'est plus prudent. Mais voilà, on a ces végétaux. Alors maintenant, tous ces végétaux ne sont plus de collection, ils sont courants. À l'époque, on aimait, c'est un jardin du 19e, on aimait montrer et se montrer. Voilà. Donc c'était le but. Montrer et se montrer. Et ça, cette expression, elle est fondamentale pour comprendre le jardin du 19e. Et notamment quand on regarde tous ces arbres qui sont ici, des arbres ostentatoires. Est-ce qu'ils étaient aussi une marque de richesse, de réussite sociale ? Et effectivement, vous avez raison, Marion. Certains sujets, comme le pin de Monterey, que l'on verra, qui est dans le fond du jardin, il y en a extrêmement peu à l'intérieur des terres plantées il y a près plus de 130 ans. On continue alors ? Avec plaisir. Vous Alain, quand vous arrivez ici au Cèdres, il y a quelques années, est-ce que cette terrasse existe toujours ? Alors les terrasses existent toujours. On a cette chance, c'est d'avoir
tout cet encadrement en pierre des différentes terrasses Ouais. et des différentes parties qui a permis de les restaurer au mieux et de les retrouver. Sachant qu'effectivement, on lit ce jardin de façon assez simple. On a effectivement la première terrasse qui est très minérale, la deuxième terrasse qui est organisée par collection, cette troisième terrasse qui est enherbée, ombragée d'un magnolia grandiflora, et puis on a cette quatrième terrasse qui se situe en bord de rivière et une cinquième où sont plantés les cèdres. Donc on est sur des micro-parties de ce jardin, mais qui permettent de l'organiser en espalier jusqu'à la rivière même. Et comment on les retrouve, tous ces espaces quand vous arrivez? Donc on a bien compris, les terrasses sont là, les maçonneries également, mais j'imagine que la nature a pris ses droits. Oui, alors c'est choisir, c'est renoncer, comme l'on dit souvent. Il faut choisir des sujets que l'on sacrifie pour redonner des cônes de vue, pour éviter, dans un petit jardin, éviter les doublons, essayer de réintroduire des variétés un peu sympathiques. Et puis n'oublions pas le contexte de difficulté d'approvisionnement en eau que l'on a, même si au Cèdre, nous sommes en bord de rivière. Nous avons un puits qui est creusé dans les anciens remparts de Montaigu. Pour autant, quand je replante, j'ai toujours à cœur de choisir une variété moins gourmande en eau. Quand je remplace des hortensias, je prends des hydrogéas qui sont moins... Voilà, d'essayer toujours de garder... Moi, je restaure ce jardin, je suis juriste. Donc, entre l'esprit du texte et le texte ligne à ligne, il y a toujours un grand écart. Eh bien, pour restaurer un jardin, c'est pareil. Trouvons des variétés qui font sens sur un jardin au 19e, mais profitons aussi de l'évolution de la botanique pour réintroduire des variétés moins gourmandes. Et quand on dit que le jardin anglais a créé la surprise, là je me retourne et effectivement, on a cette vue sur la maison. Voilà, qu'on n'avait pas eu jusqu'à-là et qui est absolument splendide. Est-ce qu'on descend jusqu'à la rivière, Alain? Avec plaisir, Marion. Oui, tout beau. Avant de retrouver Alain, je vous propose désormais d'ouvrir l'instant Le Jardin et moi. Aujourd'hui, je vais vous parler des sols perméables qui permettent l'absorption de l'eau dans le sol et aussi d'éviter des inondations dans certaines communes. Il existe plusieurs techniques pour rendre un sol perméable. Je vais en évoquer trois principales, les gazons renforcés, les bétons poreux et les enrobés drainants. Plutôt que de bitumer, on peut concevoir des passages de roues en pavé au milieu du gazon. Il y a une autre solution pour rendre perméable le sol avec un gazon, c'est le mélange terre-pierre. L'intérêt du mélange terre-pierre est de stabiliser le sol. Avec un engazonnement, cela peut apporter de la fraîcheur à l'atmosphère. Pour finir, nous pouvons évoquer le béton poreux et l'enrobé drainant. Le béton poreux permet l'infiltration de l'eau dans le sol. Cependant, un nettoyage annuel doit être effectué pour garder la porosité du béton. L'enrobé drainant permet également l'infiltration de l'eau dans le sol. Cependant, son défaut est de restituer la chaleur accumulée en journée. En conclusion, identifiez bien vos besoins et cherchez des solutions qui préservent le sol. Alain, les visiteurs emploient ce même chemin que nous prenons aujourd'hui? Tout à fait. C'est cette sinuosité, cette descente petit à petit vers ce bord de rivière que l'on emprunte. On s'y laisse conduire naturellement. Complètement. Est-ce que vous avez connaissance que ces cèdres, les arbres, mais surtout la propriété, ont attiré des artistes au 19e ou au début du 20e siècle? Alors oui, à plusieurs reprises, dès 1846, j'ai réussi à trouver en salle des ventes 2 gravures faites. Alors elles sont intitulées « Faites du jardin de Monsieur Rochefort », donc les constructeurs et propriétaires de la maison et fabricants de ce jardin, 1846, vue de la cascade de Montaigu, cette petite chaussée. La cascade, mais voilà. Effectivement. On a aussi cette famille Marchand, qui est une famille de peintres sur 5 générations. Et l'arrière-grand-père a fait les peintures intérieures des portes. Alors déjà des paysages dans la maison. Donc voilà. Le jardin était déjà dans la maison. Oh, et son petit-fils, entre les deux guerres, a
peint à la sanguine, ou dessiné à la sanguine cette maison. Et sa fille, Edith, m'a fait l'amitié de me confier ce dessin qui représente la maison. Donc oui, cette petite maison et ce petit jardin ont attiré ce coup d'œil sur la rivière, ont attiré les dessinateurs. Finalement, cet endroit, il vous offre tous les jours des surprises, des cadeaux. Enfin, c'est des découvertes et des rencontres perpétuelles, finalement. Oui, alors, on parle de jardin anglais, on parlait au 19e siècle aussi de jardin anglo-chinois ou sino-anglais en fonction. En Asie, on dit le monde tient dans un grain de riz. Et c'est exactement ça ici, c'est un grain de riz, c'est tout petit. Pour autant, on a cette... voilà, regardez ici, on ne voit plus la maison. Non. On est au bord de rivière alors qu'on est sur un tout petit jardin. Je vous parlais de jardin à surprise, eh bien voilà. Alain, question peut-être indiscrète. C'est le jardin qui vous a, permis de racheter cette propriété? C'est la maison? C'est les deux? D'où vient le coup de cœur pour les cèdres? Alors le coup de cœur pour les cèdres, indubitablement, la question n'est absolument pas indiscrète, la réponse est réelle, c'est le jardin. La maison sans le jardin, cette maison 19e qui a du charme, hein, je le ressens, pour autant, il y en a des centaines comme ça. Ce jardin, moi c'est ma Madeleine de Proust, c'est plus, on va dire, une machine à remonter le temps qu'un jardin. Je me suis retrouvé en me portant à cœur des cèdres dans le jardin de mon enfance, qui n'était pas dans cette région, c'était près de Blois, sur le bord de la rivière Cosson. Ce jardin en espalier, près de la rivière, voilà, ça m'a rappelé mon enfance. Et ce jardin, je le voyais. Vous savez, quand on visite un jardin l'hiver, il faut être courageux pour s'emporter acquéreur. Moi, c'était le cas. Ouais. Mais je voyais toute l'ossature de ce jardin. Ouais. Et ça y est, c'était parti. J'avais déjà dans l'idée ce que je pouvais en faire, lui apporter bien modestement, parce qu'on travaille avec du vivant et on voit bien que nous ne sommes que des passeurs pour le jardin. Il faut le faire renaître et puis savoir le confier. C'est une histoire qui est magnifique, Alain, que vous avez accepté là, de nous livrer. C'est celle des cèdres et de mon rapport à cette maison et à ce jardin. Donc on arrive sur cette glycine, le tronc, rien que le tronc déjà. Voilà, vaut le... Oui, parce qu'on voit que le tronc a été tressé, à l'origine. Et puis il se sépare en deux entités, l'une qui court jusqu'au puits et puis la seconde qui est sur la façade de ce bâtiment en retour. Question de néophyte complètement, Alain, mais comment entretient-on une glycine? Parce que là, j'imagine que si vous la laissez faire, elle va vous manger toute la façade. Alors, c'est pour ça que mon caractère de juriste intervient. C'est très cadré pour éviter... Ça doit être sous liberté surveillée. C'est magnifique tant qu'effectivement on la tient en lisière, parce que si vous la laissez faire, un mois d'inattention, et vous retrouvez, ça grimpe dans les gouttières, ça envahit le toit, et sachant que les branches de glycine ont des épines, donc il faut les couper pendant que c'est encore jeune et tendre pour ne pas y laisser la peau de ses mains. Et elle fleurit d'autant plus qu'on l'a contraint. Elle est absolument superbe. Et puis, voilà, dans 1 heure ou 2, nous aurons le soleil dessus et là, ça embaumera la terrasse. Voilà, là, vous allez avoir le doux parfum de la glycine. Alain, merci infiniment pour votre accueil. Nous, on vous souhaite un joli printemps, un bel été. Et puis à bientôt, j'espère qu'on viendra. Mais à très bientôt. On passera par les cèdres. Votre venue était un cadeau pour le Jardin des Cèdres. Donc, mille merci à vous pour votre visite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par cette parenthèse hors du temps où seule la nature nous guide. Soyez curieux, partez vite découvrir le jardin des cèdres. Alors sachez qu'Alain ouvre pour les rendez-vous au jardin qui cette année auront pour thématique les 5 sens. Puis n'oubliez pas non plus que les cèdres sont une chambre d'hôte, alors passez le message. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue au Jardin.